Une Assomption des plus étincelantes au volant d'une spacieuse et confortable Citroën CX de couleur grise, au siège tout en cuir. Coralie vint, comme convenu, prendre Mademba, rue Bonnier, le vendredi, à 15h tapante. Elle klaxonna discrètement. Mademba, qui l'attendait, descendit de l'appartement avec une valisette qu'il rangea dans la malle arrière de la voiture et prit place à l'avant, à côté de Coralie. Ils se saluèrent chaleureusement, s'enquirent des nouvelles de « la Gazette » et de leurs proches, en prenant le départ. Sortie des embouteillages parisiens, Coralie emprunta la nationale vers le nord-ouest puis, à travers bois et champs, une route départementale passant par Magny-en-Vexin, Écrouy, Romilly-sur-Andelle, et d'autres coquets petits bourgs. Elle ne roulait pas vite. Mademba savourait la beauté lumineuse du paysage qui resplendissait sous la chaude lumière d'un soleil estival. Au bout d'une heure et demie de route, ils atteignirent Alizay, distant de Paris d'un peu plus de 100 kilomètres. Les jours heureux, la maison de campagne de Coralie se trouvait à l'entrée du bourg, sur la rue du Solitaire menant vers les frondaisons densément touffues du bois Garenne de l'Épine, au nord. À peine le ronronnement du moteur de la Citroën se fit-il entendre qu'un grand homme d'âge mûr, en chemise madras et pantalon de velours côtelé vert olive, sortit des dépendances. C'était Dietfried, l'homme de maison. Le colosse normand actionna l'ouverture du portail sur rail qui protégeait l'accès au domaine. Le véhicule s'y engouffra par une large allée montante couverte de gravillons blancs avec, de part et d'autre, deux aires gazonnées plantées de pommiers aux fruits abondants et gorgés de soleil. Leur symétrie était brisée, sur la droite, par une grande piscine à l'eau d'un azur lumineux avec des transats blancs sur les bords. L'allée débouchait sur la demeure, au bout de quelques 400 mètres. C'était une immense bâtisse en pierre et colombage, dans le style architectural typiquement normand. Cette charmante propriété familiale que Coralie avait reprise et complètement restaurée pour lui donner, à l'intérieur, un confort des plus modernes et propice à la détente et à la tranquillité, était un véritable bijou dans son écrin bucolique. Une folie normande. Mademba apprit de Coralie qu'elle avait beaucoup investi dans la restauration et la remise à neuf de tout le domaine. Mais elle ne s'en plaignait pas trop, comparativement à d'autres familles du canton, le canton de Pont-de-l'Arche, qui avait dû repartir de rien, pour avoir tout perdu, du fait des outrages et ravages subis durant la guerre. Elle lui raconta les horreurs de ce conflit, telles qu'elle les avait vécues, quand la bataille faisait rage dans ce coin de Normandie, dans les tout premiers jours du mois de juin 1940. Elle n'avait que 14 ans. Mais elle s'en souvenait encore, comme si cela datait d'hier seulement. En parlant, elle revoyait passer devant le portail des jours heureux des vagues de personnes à bord de vieilles automobiles ou à côté de lourdes charrettes contenant tout ce qu'elles pouvaient emporter, pendant que le canon tonnait et que la mitrailleuse crépitait au nord d'Alizay, du côté d'Igoville. Brutalement transformés en air, sans trop savoir où aller, ces pauvres gens fuyaient l'horreur, laissant derrière eux, des maisons en ruine, éventrées par des bombes aveugles, des rues, champs et sous-bois jonchés de cadavres de civils, de soldats et d'animaux. Coralie avait narré à Mademba ce pan de sa vie dans le vaste et douillet salon au rez-de-chaussée de la demeure, pendant que Dietfried montait leurs bagages et préparait leur chambre, à l'étage. Dans les cuisines auxquelles on accédait par un long couloir, Brunhilde, son épouse, avec qui il partageait les tâches d'entretien du domaine, préparait le repas du soir. Coralie et Mademba montèrent se changer. Elle avait hâte de plonger dans sa piscine, pour se débarrasser de tout le stress que de longues journées de travail lui avaient fait accumuler. Il avoua qu'il ne savait pas nager et s'installa confortablement, en Bermuda, sur un des transats, en se promettant de se réveiller tôt, le lendemain samedi, pour un bon footing dans le tout proche bois Garenne de l'Épine, s'il ne courait pas le risque de s'y perdre. Elle le rassura, il y avait à l'intérieur un parcours bien délimité et ils étaient nombreux les riverains qui y faisaient du sport, surtout en week-end. Coralie nageait admirablement. La natation, le sport à la maison et une pointilleuse hygiène de vie lui réussissaient bien. En faisant mentalement le calcul, Mademba donna 55 ans à Coralie, puisqu'elle venait de déclarer avoir eu 14 ans, en juin 1940.
Il siffla d'étonnement entre ses dents. Il lui avait jusque-là donné 45 ans, à tout casser, en la voyant toujours impeccablement habillée et maquillée. Là dans la piscine, dévêtue sous ses yeux, elle lui paraissait encore plus jeune. Coralie sortit de l'eau 1 heure plus tard. Elle vint s'allonger sur un des transats à côté de Mademba. Elle dégrafa son soutien-gorge et lui demanda de lui passer de la crème solaire sur le dos. Elle tressaillit légèrement quand ses mains enduites du produit se promenèrent doucement sur son corps. Il sentit une douce chaleur s'en dégager. Tard en août, le soleil était toujours haut dans le firmament quand ils quittèrent les bords de la piscine. Ils dînèrent, en tête-à-tête vers 22 heures, d'un succulent pintado à la normande. Ils ne quittèrent la table qu'aux alentours de minuit, après avoir longuement devisé sur la vie. Ils montèrent se coucher après que Coralie eut tracé le programme du lendemain: jogging matinal pour Mademba, petit déjeuner à la maison, visite en voiture et à pied d'Alizay, d'Igoville et de Pont-de-l'Arche, les 3 agglomérations du canton, déjeuner campagnard à la maison et pour terminer la soirée, dîner dansant dans un cabaret pour la fête du 15 août. Mademba et Coralie se dirent « bonne nuit et à demain » dans le corridor menant à leur chambre. Le jeune homme avait hâte d'entrer dans les draps soyeux qui l'attendaient, tant il avait du retard sur le sommeil, pour être resté des nuits sans dormir, perturbé par sa première séparation d'avec Adriana. L'air de la campagne et le calme ambiant le mettaient en condition de retrouver rapidement le sommeil, surtout qu'il savait qu'Adriana ne courait aucun danger et qu'elle ne tarderait pas à être parmi les siens, en Martinique. Au moment où il s'apprêtait à dormir, le bruit de pas qui s'arrêtèrent devant sa chambre attira son attention. La poignée de porte fut effleurée. Suivit un long silence. Les pas reprirent, s'éloignant. Le programme tracé la veille fut scrupuleusement respecté le lendemain samedi. Mademba tomba sous le charme des 3 bourgades du canton de Pont-de-l'Arche dans leur écrin campagnard. Il eut le délicieux plaisir de se promener là, sur les berges de la Seine et de l'Eure, dans une nature verdoyante et abondamment fleurie, à travers ces pittoresques et charmantes vieilles villes aux pavés lustrés par la pluie et la patine du temps et d'admirer leurs habitats médiévaux aux toits prolongés par d'étranges gargouilles gothiques. Au détour d'une ruelle, Mademba fut hélée par un vieil homme fumant la pipe, devant une boutique de souvenirs bien achalandée. Alors, brigadier chef Latyre, tu ne traînes plus la jambe, te voilà donc guéri. L'interpella-t-il, d'une voix chevrotante. Mademba ne saisit pas du tout ce qu'il lui disait. Coralie lui fit comprendre que le monsieur était quelque peu détraqué et qu'il le prenait, sans doute, pour un des soldats africains qui avaient été blessés ici, lors des sanglants événements de juin 1940 dont elle lui avait parlé, la veille. On l'appelait Latyre, brigadier chef Latyre. Il était sénégalais. Tu lui ressembles, mais pour nous, tous les Sénégalais se ressemblent, avait ajouté Coralie, après un temps d'hésitation. Elle évoqua, avec nostalgie, le souvenir de ce soldat blessé à mort que François son père et Jacques son oncle avaient trouvé, gisant dans leur champ de blé, au flanc d'un cheval effroyablement éventré par l'éclat d'obus qui avait brisé la jambe droite de son cavalier. Ils l'avaient caché sous le foin dont ils avaient empli leur charrette pour l'amener chez eux et lui prodiguer les premiers soins. Comme ses autres compagnons d'infortune, il avait finalement été évacué à l'hôpital, et plus tard au Fronstalag d'Évreux. Coralie, qui avait été la petite marraine de guerre du soldat Latyre, avait fini par en tomber follement amoureuse, à ses 18 ans. Elle raconta, avec une pointe de nostalgie et de chagrin dans la voix, ses relations quotidiennes avec Latyre, la convalescence de celui-ci, son internement au Fronstalag jusque vers la fin de la guerre, les visites qu'elle lui y rendait régulièrement, puis son rapatriement au Sénégal, peu avant la capitulation allemande. Coralie poursuivit son récit au pied du pont reliant Pont-de-l'Arche à Igoville, détruit pendant la guerre puis reconstruit presque à l'identique. Elle dit avoir répondu à une carte postale de Latyre, comme elle l'appelait encore, dans les premiers jours qui avaient suivi son retour au Sénégal. Il était encore au camp de Tiaroy. Et puis, plus rien. Coralie avait eu vent de la tuerie qu'il y eut dans ce cantonnement. Elle était convaincue que Latyre avait trouvé la mort dans le carnage. Elle en avait pleuré toutes les larmes de son corps.
Elle s'était promis de faire un pèlerinage au cimetière de Tiaroa où les dépouilles des vétérans tués avaient été ensevelies. Mademba lui apprit que les lieux avaient été laissés à l'abandon, cachés au regard des populations, comme une plaie honteuse. Coralie avait, en vain, fait chercher un endroit chic où passer agréablement la fête du 15 août, comme prévu. Ils durent finalement se replier sur « les jours heureux ». La soirée n'en fut pas moins joyeuse. Il n'y avait pas de poste de télévision dans la maison, mais un meuble radio tourne-disque stéréo en formica de couleur acajou brillant et un piano à queue dans les mêmes tons. Coralie, qui était une virtuose, joua quelques morceaux au piano dont le « Boléro » de Ravel, In the Summertime de Mungo Jerry, Georgia in My Mind de Ray Charles, Take 5 du Dave Brubeck Quartet. Au dîner, elle plaça une pile de 45 tours sur l'axe du plateau du tourne-disque qui était automatique. La musique en sourdine, ils dînèrent sous une lumière tamisée. Mademba trouva fort délicieux le filet mignon rôti au cidre servi en plat principal, félicita Brunhilde et en redemanda. Il apprécia également le cidre qui lui fut présenté comme la boisson traditionnelle du terroir, un breuvage fait de jus de pomme fermenté. Il eut sur lui un effet euphorisant, et la soirée se termina tard, en rires et chansons. Une vingtaine de minutes après qu'ils eurent regagné leur chambre, la porte de Mademba s'ouvrit. Coralie apparut à l'embrasure, nue sous une affriolante chemise de nuit qui laissait transparaître ses généreuses courbes. Elle entra, referma la porte du pied et vint l'over son corps dans celui musclé de son hôte. Elle lui mit un doigt sur les lèvres et entreprit de lui ôter la chemise qu'il portait encore. Elle se colla à lui, l'embrassa langoureusement sur les lèvres, le torse, partout. Mademba sentit un long frisson irradier tout son être. Leurs deux corps bouillaient de désir. Ils se donnèrent l'un à l'autre, passionnément. Coralie parvint, corps et âme, au 7e ciel, encore et encore. Ce fut pour elle une nuit de félicité, son Assomption la plus étincelante.